In my head. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente rapidement, je m'appelle Antoine Viau, je suis développeur full stack. Mais en fait, c'est surtout que je suis une espèce d'obsédé du comment et du pourquoi. J'ai toujours besoin de savoir comment les choses fonctionnent, pourquoi ça a été fait comme ça. Donc j'ai démonté un paquet de trucs dans ma vie. J'en ai remonté certains plus ou moins bien. J'ai une moto qui a rendu l'âme comme ça d'ailleurs. Mais au moins, c'est un avantage, c'est que ce soir, je peux vous parler de comment est-ce qu'on peut fabriquer soi-même sa propre blockchain. Alors, pour ça, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez déjà des connaissances sur le Bitcoin, les transactions, ce genre de choses, essayez vraiment de les mettre de côté. On part vraiment sur une feuille blanche. Vraiment. Parce que quand on parle de blockchain, voilà ce que ça donne. Ça donne plein de termes qui viennent essentiellement du Bitcoin. Certains sont plus ou moins éloignés. Vous avez Tor ici. Les connaisseurs après s'iront. Et en fait, pris séparément, c'est pas super compliqué. Dès qu'on approfondit un peu le sujet, ça devient un peu plus flou. Et quand on les met ensemble, alors là, c'est n'importe quoi, parce que c'est tout un enchaînement de concepts, d'algos, d'acronymes, de termes, et on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Donc moi, mon idée, c'est vraiment de partir de cette feuille blanche et de me dire, je vais me faire une blockchain. Il faut déjà définir une spec. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Il faut qu'on sache exactement ce qu'on va y faire. Donc là, je reviens toujours sur mon bon vieux principe du pourquoi. C'est pourquoi on aura besoin d'une blockchain. Alors on a besoin d'une blockchain parce qu'on vit dans un monde de tiers de confiance. Je vous donne un exemple, qui est évidemment tiré donc, du Bitcoin, tout ce qui est la monnaie, par exemple. L'euro, par exemple, est généré par la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui décide du nombre d'euros qui est en circulation actuellement dans le monde. Ces euros arrivent dans les banques privées. Je grossis un peu le trait, mais c'est comme ça que ça se passe. Et les banques privées nous fournissent des moyens pour manipuler l'argent. Ça commence par des trucs super bêtes, mais genre des comptes bancaires. Puis après, vous avez la carte de crédit, le chéquier, le virement, etc., etc. Le problème, c'est que donc, à partir du moment où on veut manipuler de l'euro, on est obligé de passer par des tiers, à savoir la BCE qui va dire, voilà, voici des euros. Et puis des banques. Aujourd'hui, pour manipuler de l'argent, vous êtes quasiment obligé de passer par les banques. Et donc, ce sont des tiers de confiance ou des autorités de confiance. Mais le problème, c'est que la confiance, elle nous est un peu imposée. Et rien ne leur empêche de la briser. Je vous donne un exemple qui a fait beaucoup de mal. En 2013, suite à la crise de la dette grecque, Chypre s'est retrouvé super mal. Le gouvernement chypriote, il ne s'est pas compliqué la vie. Il a dit « Ok, je vais prendre 10% sur tous les comptes bancaires des banques chypriotes. » Comme ça. On aurait pu penser que les banques, étant donné qu'elles sont privées, elles auraient fait « Non, 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 attends, tu touches pas, c'est mes clients. Que dalle. » Droit sur la couture. Et les épargnants se retrouvaient avec 10% en moins. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que le Bitcoin a dépassé pour la première fois les 1000 $. Coïncidence. Donc à partir de là, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour soit éliminer les tiers de confiance, soit trouver un ou des tiers de confiance qui soient vraiment infaillibles. Alors, pour faire ça, moi, je me suis basé, évidemment, parce qu'on connaît tous, ce qui est le plus facile d'accès aujourd'hui, c'est le Bitcoin. J'ai donc ma petite définition de la blockchain, qui est basée à l'origine du Bitcoin, qui peut s'étendre à d'autres cas d'usage, qui ne peut pas évidemment couvrir tous les cas d'usage, parce que tout ce qui est blockchain, c'est en ébullition, il y a plein de choses qui se créent, donc voilà. Mais avec cette définition, on peut déjà faire pas mal de choses. Alors qu'est-ce que c'est? Notre spec, donc une blockchain, c'est un grand livre que tout le monde peut lire, et dans lequel tout le monde peut écrire, mais à deux conditions. Ce qui est écrit doit être valide, on verra ce que ça veut dire, et la personne qui écrit doit être légitime pour écrire. Une fois que c'est écrit dans le livre, ce qui est écrit dans le livre fait office de vérité, source de vérité. Ensuite, ce livre, où est-ce qu'il est? Il est chez tout le monde et chez personne en même temps. En fait, il est sur un réseau peer-to-peer, où tous les nœuds du réseau possèdent chacun une copie du livre, et le réseau a trois fonctions. Stocker le livre, synchroniser le livre sur l'ensemble du réseau, et
protéger le livre contre les falsifications. Donc, je voulais refaire une phrase courte, puisque c'est notre spec. Une blockchain, c'est un grand livre que tout le monde peut lire, dans lequel n'importe qui peut écrire à condition que ce soit valide, qu'il soit légitime. Le livre est stocké sur un réseau peer-to-peer qui s'occupe de le stocker, synchroniser et le protéger contre les falsifications. Alors, petite question, petit point rapide, qui détient le réseau? Qui a intérêt à avoir un tel réseau? Tous ceux qui ont un intérêt dans le livre. Donc ça peut être technologique, expérimental, financier, marketing, ce que vous voulez. Drogue. Alors à la base, qu'est-ce qu'on a? On a un réseau, on va pouvoir se mettre au travail. Donc moi j'ai fait ça avec Node.js parce que je connaissais déjà un petit peu, et puis le 101 de Node.js, vous le connaissez, c'est HTTP create server, donc c'est vachement pratique. Donc je me suis dit pour monter un petit réseau peer-to-peer tout simple, basé sur HTTP, ça fait bien le boulot. Et alors je vous rassure tout de suite, c'est pas du live coding, parce que je pense que mes fautes de frappe vont pas vous passionner. Donc, comme je voulais pas non plus me compliquer avec des histoires d'adresse IP, de mettre en place des machines virtuelles ou des trucs comme ça, le principe est assez simple, c'est que un peer du réseau, c'est un process node. Donc on le lance bêtement comme ça. Le numéro, voilà, c'est un identifiant de mon peer. Ça ouvre un port qui est en fait le numéro plus 5000, donc peer 25 sur le port 5025, 12 sur 5012, etc. Et à partir de là, chaque peer est ouvert sur le monde. Maintenant, il faut que les peers puissent se connaître les uns les autres. Alors, quand j'ai commencé à attaquer le sujet, je me suis dit, ouais, ça doit être super compliqué pour avoir un réseau qui se maintient, etc. En fait, en regardant ce que fait le Bitcoin, c'est pas ultra compliqué. La première version du Bitcoin avait une méthode qui était super bête. Quand un peer arrivait pour la première fois sur le réseau, il se connectait sur un channel IRC où tout le monde se référençait et il récupérait ça. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui parce que le channel IRC, les serveurs ont commencé un peu à faire la gueule. Maintenant, c'est des URL en dur. Bon, moi, j'ai repris le même système. En gros, mon channel IRC, c'est le peer 0 qui est ouvert sur le port 5000. Voilà. Donc, si on veut faire fonctionner le réseau, il faut juste lancer le peer 0. À partir de là, ceux qui arrivent vont se connecter dessus, récupérer la liste des peers référencés, puis demander à tous ces peers, donne-moi ta liste de copains, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et à intervalles réguliers, on est en train de refaire un Facebook de peers, tout simplement. Donc maintenant, on a un beau réseau qui tourne, on va parler du livre, le fameux livre qu'on veut mettre. J'ai pas encore dit ce qu'on allait mettre dedans, d'ailleurs. Comme je suis vraiment parti d'une feuille blanche, avec un côté vraiment naïf, cette presse, c'est comment je me suis planté de bout en bout, en réalité. Il faut vraiment imaginer ça comme ça. Je me suis dit, je mets vraiment de côté le Bitcoin avec tous les systèmes de transactions, on y viendra plus tard, et je me suis dit, qu'est-ce que je connais? Moi, je connais les comptes bancaires. Donc, je vais mettre des comptes bancaires dans mon livre, tout simplement. Alors, c'est quoi un compte bancaire? C'est super bête. Un compte bancaire, c'est un numéro de compte. Donc là, j'ai décidé qu'un peer égale un compte, un solde, donc une balance, et puis voilà. Alors en termes de stockage, vous avez vu, j'ai choisi le top de la technologie NoSQL, Big Data Science, etc. C'est du JSON en fichier flat. Pratique, simple, efficace. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on synchronise le livre sur le réseau? Alors pareil, j'étais du genre super naïf, vraiment l'agneau qui vient de naître, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans mon livre? On peut faire des virements d'un compte à l'autre. Donc, là où un peer a vu le plus de transactions, ça veut dire que c'est la version la plus à jour, la plus récente. Donc j'ai rajouté un compteur de transactions. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne marche pas du tout. On va voir pourquoi, mais c'est absolument pas viable. Mais pour le moment, on va mettre ça de côté, on va le mettre sous le tapis. Et on va régler un premier problème qui est celui de la légitimité. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire une transaction, quand on veut faire un virement avec le livre? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait exactement comme on ferait avec notre banque habituelle. On se connecte sur le site de la banque, on appelle le banquier, vas-y, fais-moi un virement sur tel compte, à Panama, ce genre de choses. Là, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un ordre de virement sur le réseau. On lance un grand cri d'amour qui dit, par exemple, moi, Antoine Viau, propriétaire du compte 25, je fais un virement de 50 sur le compte numéro 3. Voilà. L'ordre est reçu par les peers, qui, eux, vont regarder si le compte 25 existe, si le compte 3 existe, si le solde du compte 25 est suffisant, si oui, ok, banco, on écrit dans le livre et on est bon. Sauf qu'on a un petit souci. C'est que moi, j'ai lancé mon grand cri d'amour, mais si je me tourne là-bas et je vois ce garçon-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, Antoine Viau, titulaire du
faire un virement d'1 million. Là, c'est facile. Genre, on voit bien, il est pas beau, c'est un vilain. C'est Manu. Moi, vous me voyez, je suis beau, je suis un gentil. Sauf que le réseau, lui, il ne peut pas le savoir. Donc, il faut un moyen de s'authentifier. Ça, on sait faire, a priori. S'authentifier, on le fait en permanence. Login, mot de passe. Ouais, sauf qu'on les stocke où? Dans un livre que tout le monde peut lire, en clair? Pas top. Ouais, on pourrait les hacher, comme on fait dans nos bases de données, pour les protéger en cas de vol, etc. Mais pareil, ça ne marche pas. L'authentification fonctionne sur le même mode, et on est coincé. Bon, on va faire un serveur d'authentification à part. Puis ce serait mortel, on pourrait se connecter à la blockchain avec Facebook, Google, Twitter. En fait, on perd tout l'intérêt, puisqu'on est en train de se baser sur des tiers de confiance. Donc, heureusement pour nous, on a des principes de cryptographie asymétrique à notre secours. Alors, là, dans le code que j'ai écrit, j'ai refait tout mon propre système de cryptographie asymétrique. Alors, j'ai pas fait du RSA, TSA, ce genre de choses. J'ai fait un truc basé sur les modulos tout bêtes. J'aurais adoré vous en parler et vous faire une démo complète du truc, parce que c'est super rigolo et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Malheureusement, je suis déjà à 10 minutes, donc ça va pas être possible. On va juste revoir très rapidement les concepts de crypto. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est deux clés. Clé A et clé B. Tout ce qui est chiffré avec la clé A peut être déchiffré avec la clé B. Ça, c'est le principe de base de la crypto asymétrique, et ça peut marcher dans l'autre sens. Bref. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au moment où un pire arrive sur le réseau pour la première fois, il crée son compte dans le livre. Moi, par défaut, j'ai mis un solde de 100 pour qu'on puisse s'amuser avec. Et le pire va aussi générer deux clés. Il y en a une qu'on va appeler clé publique et l'autre qu'on va appeler clé privée. La clé publique, on va la ranger dans le livre, dans le compte. Donc ça donne que mon livre qui ressemble à ça maintenant. Numéro de compte, solde, et la clé publique qui est indiquée dans le livre. La clé privée qui a été générée avec, je la garde, je la mets dans ma poche, et je ne me la fais pas piquer, et je ne la perds pas. Maintenant, si je veux faire un ordre de virement, qu'est-ce que je fais? Je lance mon grand cri d'amour, comme d'habitude, donc je prends une feuille de papier, je l'écris dessus, moi, Antoine Vaux, propriétaire du compte 25, etc. Je prends une autre feuille, et là, je vais chiffrer le même message, et je vais l'écrire sur cette deuxième feuille. Je le chiffre avec ma clé privée. Il n'y a que moi qui la connais. Je prends mes deux feuilles, je les mets dans une enveloppe, j'envoie ça au réseau. Les pires du réseau reçoivent ça. Ils prennent la première feuille, ok, Antoine Vaux, propriétaire du compte 25, il existe, il va envoyer au numéro 3, il existe, il va envoyer 50, le solde est bon, super. Mais est-ce que c'est bien lui? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la clé publique du compte 25, et ils vont déchiffrer la deuxième feuille avec cette clé. S'ils retrouvent exactement le même message, puisque c'est ce que j'avais fait, j'avais chiffré avec ma clé privée le message, ça veut dire que c'est bien moi qui suis propriétaire du compte 25. Et donc on est bon, la transaction est bien faite par celui qui prétend posséder le compte, à condition que ne soit pas fait voler évidemment sa clé privée. Donc là déjà on a résolu le problème de la légitimité. Donc là c'est résumé en un petit slide. Encore une fois, le message en clair plus le message chiffré avec la clé privée qui est envoyé au réseau, qui va déchiffrer avec la clé publique, vérifie si c'est bien égal au message en clair, si c'est oui, c'est bon, c'est valide. Donc maintenant, on va passer vraiment au cœur du sujet, la blockchain, qui est pour moi vraiment le truc le plus problématique, enfin, en tout cas pour moi ça a été un enfer, c'est la synchronisation du livre. Donc je vous avais dit, moi j'étais parti sur le nombre de transactions effectuées. Bon, ça ne marche pas du tout pour une raison assez simple, c'est que comme on est sur un réseau peer-to-peer, on est sur un réseau qui est de nature asynchrone. Ça veut dire que les informations circulent à des vitesses différentes sur les différents nœuds du réseau. On se retrouve avec une double incohérence, une possibilité de double incohérence permanente. Spatiale, les nœuds du réseau, et temporelle, c'est-à-dire l'ordre des transactions. Donc on est vraiment sur une incohérence, voire une faille spatio-temporelle. C'est de la science-fiction. Donc ce qui se passe, si je prends mon idée de compte de transaction, ben c'est ça. Là, j'ai une partie du réseau qui voit 3 transactions sur 3 comptes, A, B, C. Et là, j'ai une autre partie du réseau qui voit aussi 3 transactions, mais sur A, B, C et D. 3 transactions là, 3 transactions là, qui a raison? Je ne sais pas. Et en plus, le pire, c'est que sur les transactions, il y a des comptes qui sont en commun. Donc, n'oubliez pas que là, on est juste en train d'écrire le solde du compte au moment où on reçoit la transaction. Donc, c'est impossible de savoir ce qu'on doit garder, pas garder, ce qui est valide, pas valide. Notre livre,
il est en fait dans un état global et mutable. Il change dans le temps. On commence à le savoir maintenant pour les devs. Global plus mutable, c'est le mal absolu. Le buzzword qui est apparu il n'y a pas très longtemps, mais à raison, c'est l'immutabilité. On va arrêter de modifier des données, on va faire que en ajouter. Alors je vous fais une petite parenthèse sur l'immutabilité. Si vous avez l'occasion, regardez la conférence de Content-Adam sur les infrastructures immutables. C'est juste génial, c'est-à-dire que brusquement on découvre qu'on peut faire de l'ops avec de l'immutabilité. C'est des nouvelles choses qui apparaissent, c'est vraiment super intéressant. Alors de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire l'immutabilité? Là c'est vraiment de la théorie. En pratique, voici à quoi ressemble le livre maintenant. On ne va plus stocker les comptes bancaires, on va stocker l'historique des comptes, leur vie. Donc là, par exemple, le compte numéro 10, à un moment, il a une balance de 200. Puis un peu plus tard, il a une balance de 250, puis 120, puis 140, etc. Alors dans l'absolu, on pourrait penser que ça résout déjà pas mal de problèmes. Et c'est pas faux. Si je vous donne un exemple, voilà. Donc on a des comptes A, B, C, D, E, F, G, H. Tout le monde commence avec un solde de 200. On voit que sur une partie du réseau, donc sous réseau 1, A fait une transaction de 60 vers B, B fait une transaction de 10 vers C, etc. Et comme les deux sous-réseaux travaillent sur des comptes qui sont totalement différents, au moment où des peers du sous-réseau 1 vont commencer à échanger avec des peers du sous-réseau 2, il n'y a pas de collision. Donc on peut rajouter les états des comptes sans qu'il y ait de problème. Donc là, ça marche. Mais si je vous rajoute ça, ici, on a plein de problèmes qui apparaissent. Et notamment, un des plus courants en termes de blockchain, c'est celui qu'on appelle la double dépense. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, dans mon sous-réseau 1, A envoie 60 à B, et puis, disons que juste après qu'il ait fait cette opération, il envoie 80 à H. Et ça part sur des nœuds du réseau différents. Donc ça va sur deux sous-réseaux. Le problème, c'est que 60 plus 80, ça fait 140, c'est plus grand que 100. Donc là, on a quelque chose qui est illégal. Et on ne peut même pas s'en rendre compte. Et en plus, comme les différentes transactions découlent les unes des autres, au bout d'un moment, on ne sait plus du tout comment on va calculer les soldes à un moment donné de tous nos comptes. Donc là-dessus, on est complètement coincé. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment insisté lourdement sur cette idée de faire un système avec des comptes bancaires. Je ne sais pas pourquoi, j'étais en mode maso. C'est pas possible, c'est juste pas possible, parce qu'en fait, il manque des informations. Ce qui nous manque, c'est les transactions. Là, on ne les stocke pas, on a juste le résultat d'opérations. En fait, c'est les opérations qu'on doit conserver. Donc, dorénavant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker non plus des comptes bancaires, mais des transactions. Donc, notre livre, il va se présenter sous cette forme-là. Compte d'origine, compte de destination et montant, et on enchaîne les transactions les unes avec les autres. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on a mis en place ce genre de système, ça devient vraiment nettement plus viable. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'écrire l'histoire dans notre livre. Et implicitement, comme on est sur un réseau peer-to-peer qui fonctionne sur un principe de majorité, c'est-à-dire que comme il y a des incohérences spatiales et temporelles, finalement, à un moment, une plus grande partie du réseau par rapport au reste va prendre le pas. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Je vous donne un exemple. Toujours mes sous-réseaux 1 et 2, on voit qu'ils ont en commun cette partie-là du livre, donc T1 et T2. OK? Arrive sur le sous-réseau 1, la transaction A envoie 60 à B. Arrive sous le réseau 2, la transaction A envoie 80 à B. Je vous rappelle que A au départ n'a que 100. Donc théoriquement, ces deux transactions enchaînées sont invalides. Mais séparément, elles sont valides. On va supposer à présent que le sous-réseau 1 est plus rapide que le sous-réseau 2, que la diffusion se répand, vraiment imaginez une espèce de flaque en fait, qui se répand sur le maillage du réseau, et que le sous-réseau 1 se répand plus vite que le sous-réseau 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer de recevoir des transactions. Le temps ne s'arrête pas là. Donc on voit les transactions qui s'enchaînent. À un moment arrive le moment où le sous-réseau 1 et le sous-réseau 2 doivent s'échanger des informations pour savoir où est-ce que tu en es, toi, voilà. Le sous-réseau 2, il dit écoute, moi j'en suis là, je t'envoie ça. Ah oui, mais le sous-réseau 1, le pire du sous-réseau 1 va lui dire non, c'est pas possible. Le compte A n'a plus assez pour faire une transaction de 80. Et en plus, tu vois, je suis désolé, mais moi, j'ai la plus grosse. Résultat des courses, le sous-réseau 2 va dire ok, t'as gagné, j'arrête, je vais récupérer tes transactions et je vais arrêter ma propre chaîne. Notez au passage que j'ai prononcé le mot chaîne. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un fork. C'est ce qui est utilisé en Bitcoin et qu'on peut retrouver ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment,
vous avez le livre qui se sépare en plusieurs versions, mais certaines versions vont être abandonnées. Donc là, c'est assez génial parce qu'on a résolu quand même vachement de problèmes, mais on est parti sur un postulat qui est quand même ultra dangereux, qui est de considérer que tous les pires du réseau sont des gens honnêtes. Or, rien n'empêche à un vilain, Manu, ce sera mon vilain de ce soir, rien n'empêche à un vilain de taper dans la chaîne qui est là et de la modifier. Il peut écrire ce qu'il veut. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier l'ordre et la validité des transactions les unes après les autres? En plus, imaginez, aujourd'hui, pour monter un réseau avec des centaines de milliers de machines, c'est pas très compliqué. Hein. Amazon Web Service, clic-clac, lance-moi 10 000 instances et boum, vas-y, attaque-moi le réseau d'en face. Donc, alors, effectivement, ça coûte cher, mais ça coûte pas si cher. Mais par contre, on va faire en sorte que ça coûte cher, mais ça, on y viendra après. Là, ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est de stabiliser notre chaîne, en fait, de créer une vraie chaîne. Parce que là, vous voyez, mes transactions, elles sont pas liées entre elles. Elles sont juste les unes après les autres. L'idée, c'est de fonctionner par les hashes. Tout le monde est à l'aise avec la notion de hash ou pas? Oui. Ok. Ok. Bon, très rapide, très court. Un hash, c'est quoi? Je prends un gros paquet de données, j'en fais un plus petit paquet de données, c'est une empreinte, et si je modifie un pouillème de mon gros paquet de données, bah, j'ai une nouvelle empreinte. Voilà. Évidemment, comme l'empreinte est plus petite que le paquet d'origine, on ne peut pas revenir en arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va imaginer qu'on part d'un réseau totalement vierge, aucune transaction, et arrive la toute première transaction. Donc là, vous avez le fameux grand cri d'amour dont je vous parlais. On va prendre ce message-là, et on va le hasher, ça va nous donner le hash 0. Et on le range dans la transaction elle-même. Bah, on le met ici. Arrive une seconde transaction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le message de ma transaction, on va prendre le hash de la transaction précédente, et on va hasher l'ensemble. Ça va donner le hash 1. Et on va le ranger dans la transaction elle-même. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire une dépendance, un couplage fort, entre deux transactions. Parce que ce hash-là dépend fatalement de la transaction précédente. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on est en train de construire une chaîne de dépendance entre toutes les transactions dans le temps. Donc là, vous l'avez en résumé. H1 égale T1 plus H0, H2 égale T2 plus H1, et ainsi de suite. Donc maintenant, notre vilain peut toujours attaquer la chaîne. Je veux dire, si par exemple il veut commencer à modifier la chaîne à partir d'ici, tout ce qu'il a à faire, bah, c'est toutes les transactions suivantes, il recalcule les haches. Après tout, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, l'objectif, c'est de protéger notre chaîne. Et pour ça, il y a une super méthode, ça s'appelle la preuve de travail. C'est pas un truc révolutionnaire qui est sorti avec la blockchain, ça existait avant. C'est apparu en fait pour essayer de se protéger contre le spam. Vous avez un serveur de relais de mail. Bon, il reçoit je ne sais pas combien de milliers de requêtes à la seconde pour envoyer du mail. L'idée, c'est à chaque fois que le relais reçoit un mail, il va dire à celui qui émet le mail, écoute, tu vas me faire un petit boulot, tu vas me trouver un nombre au hasard. Ça va te prendre un petit peu de temps, ça va te bouffer un petit peu de CPU, ça va te bouffer un petit peu d'électricité. Et si tu veux m'envoyer des milliards de mails, par contre, ça va te prendre beaucoup plus de temps, et ça va te bouffer beaucoup plus de CPU, et ça va te coûter une blinde. Donc là, ça devient moins intéressant. Très honnêtement, je ne sais pas du tout comment c'est mis en œuvre dans tout ce qui est gestion des spams, mais je sais que ça avait été créé à l'origine pour ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'une transaction, et on va imaginer, pour simplifier un peu cette presse, que le hash donne un résultat sur 16 bits. Donc valeur maximale, 65 535. Je hash ma transaction, ça me donne ça, 1234. Maintenant, je vais rajouter ce qu'on appelle un nonce à la fin de ma transaction. Alors un nonce, c'est quoi? C'est juste un chiffre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on incrémente comme ça. Donc je le fais, et je redonne un coup de hash. Ça me donne 9876. Et je vais répéter l'opération. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à tomber sur un hash qui soit inférieur, disons par exemple, à 100. C'est juste ça l'objectif. On ne peut pas le prédire à l'avance. La transaction, on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'elle était. Quelqu'un a émis une transaction, on ne connaissait pas le montant à l'avance, on ne savait pas vers quel compte, etc.
Ensuite, on va juste rajouter du texte, en l'occurrence c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et on va essayer de trouver un h qui soit inférieur à 100. Donc on va le faire ça avec 0. Bon, ça ne marche pas. On va le faire avec 1. Zut, ça ne marche pas non plus. 2, 3, 4, etc., etc. Et puis à un moment, à force de répéter, on va tomber sur 145 milliards, 6 millions, 398, et ça fait 42. Ça fait POW, Proof of Work. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on vient de chercher un paquet de temps, en fonction de la puissance de notre CPU, pour trouver juste un nombre qui soit inférieur à 100. Donc maintenant, imaginez tous nos pires. Ils reçoivent des transactions. Et à chaque fois qu'ils reçoivent une transaction, là voilà, il faut qu'ils trouvent un hash qui soit inférieur à une certaine valeur. Et la hauteur de cette valeur va définir une difficulté. Là, je vous ai dit qu'on était en 16 bits, donc ça va de 0 à 65 535. Si je vous dis, il faut trouver un nombre inférieur à 50 000, ce sera beaucoup plus facile à trouver que si c'était un nombre inférieur à 100. Donc on peut régler la difficulté comme ça. Ensuite, maintenant qu'on a fait faire ce travail à notre pire, il va simplement l'inclure dans la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? T1, c'est le hash de la transaction elle-même, du hash de la transaction précédente, et de la preuve de travail. Et on enchaîne ainsi de suite. Tout l'intérêt de ce système-là, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est vérifiable. Puisque à partir du moment où on a la transaction, on peut déjà recalculer le hash, et puis on peut vérifier que la preuve de travail est vraie, tout simplement. Et puis s'il y a un vilain qui veut commencer à péter ma chaîne à partir de là, il va falloir qu'il recalcule toutes les preuves de travail qui vont après. Et si mon vilain squatte la majorité du réseau, ça veut dire qu'il va avoir un paquet de machines qui sont en train de faire des preuves de travail en permanence. Et ça va lui coûter un paquet d'électricité, donc un paquet d'argent, ce qui théoriquement doit lui réduire son intérêt dans l'idée de saturer, de prendre la mainmise sur le réseau en dépassant cette valeur critique qui est 51%. Je pense que Julien vous parlera des histoires de pools, de mineurs, etc. Alors pour info, cette fameuse histoire de preuve de travail, c'est ce qu'on appelle le minage en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le pire reçoit une transaction. Il vérifie qu'elle est bien valide, le compte existe, le solde est suffisant, youpi, youpla. Il se lance et il fait sa preuve de travail. Et le premier qui a trouvé, parce que c'est une course en fait, le premier qui a trouvé cette fameuse preuve de travail a le droit d'écrire dans le livre. Il modifie son livre, il envoie l'information aux autres, les autres vérifient la preuve de travail, vérifient toute la chaîne, si elle n'a pas été falsifiée d'une façon ou d'une autre, avec les hash, il peut en être sûr, et boum, c'est bon, c'est inscrit dans le livre, et ça fait office de vérité. Alors on a un dernier problème à ce stade, c'est qu'on fait faire une preuve de travail pour chaque transaction. C'est super sympa sur mon petit réseau où il y a 10 transactions par heure, mais si on commence à faire des milliers de transactions par minute, c'est des preuves de travail à chaque fois. Et puis il faut que le réseau puisse l'encaisser. On ne peut pas savoir à l'avance la force de notre réseau. Donc ce qu'on peut faire, donc c'est un problème de scalabilité en fait. Donc ce qu'on peut faire, voilà, donc je vous résume le problème ici, preuve de travail pour chaque transaction, donc ça prend du temps, il faut attendre que la preuve de travail soit finie pour passer à la transaction suivante et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, c'est prendre nos transactions et les réunir par paquet, et au lieu de travailler transaction par transaction, on va travailler sur un paquet de transactions, et on ne va pas faire un hash sur les transactions, mais sur un paquet de transactions. Donc en fait, ça donne ça. Voilà. Paquet avec les transactions 0, 1, 2, 3, on hash, on fait la preuve de travail, on chaîne, etc., etc. Donc ces paquets de transactions, ça nous fait intensément penser à des blocs. Une chaîne de blocs. Une blockchain. Alors, côté code, je ne vais pas vous mentir, c'est très très loin d'être fini, parce que comme j'ai passé énormément de temps à essayer de construire quelque chose d'absolument zéro, si vous allez regarder dans mes commits, il y en a de partout, c'est un festival de tentatives plus ou moins réussies, plutôt moins que plus. Le code est dispo sur GitHub, bien sûr. J'ai fait un README long comme le bras qui en fait est un peu ce talk. Comme ça, vous pourrez revoir tout l'enchaînement. Si vous voulez jouer avec, c'est complètement possible. Je vous présente rapidement le projet. Vous avez le point d'entrée, c'est pire.js, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Derrière, des petites libs qui s'occupent du boulot, qui sont P2P, DB et crypto. Donc P2P pour la gestion du réseau des amis, DB pour tout ce qui est le livre. Crypto, qui est mon propre système de crypto asymétrique et de hachage. Alors j'ai aussi mon propre système de hachage tant que j'y étais. Derrière, pour les côtés pratiques, vous avez un launcher, et ça vous lance
autant de pires que vous voulez, mais en les lançant avec un intervalle irrégulier, aléatoire ou pas d'ailleurs, vous pouvez choisir. Spend, qui vous permet simplement de lancer un ordre à un des pires pour qu'il fasse une dépense. Et puis, pour que ce soit un petit peu rigolo à utiliser, j'ai mis en place un petit proxy très très bête qui écoute sur le port 4001. Tous les pires envoient leur log. Il est aussi dispo sur le port 4002. Il ouvre et ensuite il va servir sur le port 8080 log HTML. Et là, vous avez une page web qui va se connecter sur le port 4002, récupérer tous les logs qui sont passés par le proxy. Et là, bon, actuellement, c'est pas sexy, ça envoie juste des listes de logs, mais vous pouvez les utiliser pour faire une visualisation un peu sympa de ce qui se passe sur le réseau. Donc voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et je n'ai dépassé que de 10 minutes. Comment les peers savent qu'ils existent les uns avec les autres? La partie peer-to-peer, est-ce qu'ils ont une base de registre ou des choses comme ça? Alors, oui, exactement. Ils ont une base de registre. Alors dans le Bitcoin, je l'expliquais, à la base, c'était un channel IRC. Maintenant, c'est codé en dur dans le code. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que le peer 0 serait ma base de référence. Donc dans mon système, ce qui se passe, c'est que si jamais le peer 0 n'est pas lancé, et que tu lances le peer 25, bah, il va être tout seul. Et il ne va rien voir. Voilà. Tu as des exemples de mise en application autres que le Bitcoin? Oh, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes et des tonnes de monnaies alternatives qui sont nées après le Bitcoin. Il y a le Litecoin, le Dogecoin, l'Ethereum, il y a quoi d'autre, Julien? Il y en a tellement que je ne sais même plus. Je crois qu'il y a le NASCAR Coin. Non, ça c'est le Dogecoin. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, au bout du compte, ouais, chacun peut faire la sienne, exactement. C'est pas ultra compliqué. Ça consiste juste à écrire un client, le mettre sur un réseau, convaincre un minimum de personnes de le faire de même. Et puis bah, après, ça tourne. Après, les gens l'utilisent ou l'utilisent pas. Tout tourne de ça, en fait. Aujourd'hui, sur les cryptocurrencies, c'est juste le fait qu'il y a plus ou moins de succès pour X ou Y raison. Bitcoin est le premier. Il a eu beaucoup de succès initialement pour tout un tas de raisons que je pense que Julien va les évoquer. Bon, l'une d'entre elles étant l'anonymat, typiquement. Certaines crypto-monnaies poussent l'anonymat encore plus loin que le Bitcoin. Enfin, il y a plein de paramètres. Moi, ce que je n'arrive pas à percevoir, c'est les problématiques qui peuvent être liées justement à l'évolution de la taille des données sur ce type. Alors, très bonne question. Parce que vous avez parlé de... Je vais tutoyer. Oui, bien sûr. Tu as parlé des proof of work, les preuves de travail. Alors, ce que je ne suis pas sûr, c'est pour l'histoire des blocs. Est-ce que quand on fait les POW, on les fait à partir du début, sur toute la collection des blocs ou sur la dernière? Alors, sur la dernière, sur chaque bloc. En fait, la preuve de travail est insérée dans les blocs, ce qui permet de vérifier la chaîne. Mais c'est simplement que en gros, comment ça se passe? C'est qu'un ensemble de transactions arrive. À partir du moment où ça constitue un bloc, ça y est, les peers se mettent au boulot et commencent à chercher la preuve de travail. Une fois qu'ils l'ont trouvée, ils l'inscrivent dans le bloc, diffusent l'information. Tout le monde peut vérifier que la preuve de travail est vraie ou fausse. En l'occurrence, généralement, elle sera vraie. Et c'est rajouté dans le livre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. En même temps, il y a aussi quelque chose que je n'arrive pas à voir, c'est justement la diffusion. Bon, théoriquement, on était parti sur le postulat qu'il y en avait un qui serait plus rapide que l'autre. Oui. Mais il y a forcément un qui est plus rapide que l'autre. Qu'est-ce qui se passe si il y a, par exemple, deux peers qui sont en train d'émettre... parce que la détection qu'il y en a un qui a commencé à diffuser, elle peut ne pas être parvenue à un certain peer qui lui va commencer. Donc complètement. Alors c'est bien que tu parles de ça. J'espère que je mange pas trop sur ta presse. Ok. Alors ça c'est typiquement effectivement je vais pas dire un point faible, mais c'est un truc à prendre en compte avec le Bitcoin, ce qu'on appelle les confirmations. Tu as complètement raison. Qu'est-ce qui se passe si à un moment il y a une double dépense? Il y a une transaction qui est lancée d'un côté, puis une autre transaction qui est illégale, ce qu'on avait vu, 80, 60, en dessous de 100, etc. En fait, ce qu'il faut attendre, c'est que la chaîne ait grossi suffisamment après la transaction pour s'assurer, en gros, que l'ensemble du réseau est à peu près stabilisé. Donc, la norme dans le Bitcoin, c'est 6 confirmations. 6 confirmations, ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 blocs qui ont été validés après une transaction qu'on a émise. Le Bitcoin, alors, très honnêtement, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Le Bitcoin est prévu, je crois, c'est 10 minutes par bloc, c'est ça? Voilà. Donc l'idée, c'est qu'au bout de 60 minutes,
tu es sûr que ta transaction est unique et ne peut pas être en double spend. Voilà. Mais tu as complètement raison, c'est que si par exemple, supposons que tu sois un vendeur et que tu reçoives une transaction et que immédiatement tu envoies l'objet en disant bah, c'est bon, j'ai reçu l'argent, tu peux te faire avoir, effectivement. Il faut que tu attendes. Donc la recommandation, c'est 6 ou c'est 3, je ne me souviens plus. C'était 6, mais voilà. C'est 9, il n'y a pas vraiment de... Oui, voilà, c'est plus des usages qu'autre chose, parce que on considère la stabilité de la blockchain à partir de X transactions, après chacun voit un peu comme il veut. Vu la puissance du réseau, un bloc suffit. Voilà, oui. Donc nous sommes sur des traitements qui sont assez linéaires en temps de calcul, au fur et à mesure de l'évolution des blockchains. Alors, là, je crois que là, pour le coup, ce sera à Julien de demander ce genre de questions, parce que lui, c'est vraiment le spécialiste sur ce genre de trucs. Moi, j'ai vraiment purement l'approche théorique initiale, qui est on part de zéro. Après, tous les détails du Bitcoin, je ne suis pas suffisamment expert en la matière. C'est la question, merci. Merci à vous.